Merci pour votre invitation. J'ai déjà appris beaucoup de choses. Je ne suis pas du tout un spécialiste du langage. On m'a demandé de vous parler de sémantique et donc il a fallu que je me renseigne un petit peu. Et en fait, ça intéresse plein de disciplines, hein, les mathématiciens, les logiciens, les philosophes, les linguistes, les informaticiens. Et comme souvent quand ça intéresse beaucoup de personnes, en réalité le concept est mal défini. Et si vous allez dans Wikipédia, l'article n'est pas mal fait, et vous verrez que la définition de ce que c'est que la sémantique parle dans tous les sens, et que en fait, vous savez hein, que les philosophes, la notion de vérité, puisque derrière sémantique il y a la notion de sens, hein, de vrai et de faux et tout ça, et qu'en fait en philosophie, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on n'a toujours pas de réponse très claire à cette question. Hein. On pourra en discuter d'ailleurs parce que c'est vraiment intéressant, surtout quand on est scientifique. Donc, il y a quand même une piste que j'ai trouvée très intéressante, un petit peu provocatrice, hein, mais en fait, ça sonne assez juste. C'est que la notion de sens serait une commodité de langage, et qu'en fait, ça serait là pour dire que nos connaissances sont structurées, et que c'est cette structure qu'on appelle le sens. Mais le sens n'existerait pas en soi. Ça serait nous qui dirions que c'est du sens. Mais en fait, c'est ça. Nous avons des connaissances et elles ne sont pas des trucs stockés dans des cases comme ça sans lien. Il y a des liens et ces liens sont le sens. Et donc, en fait, pour certains philosophes, le sens est le noyau du psychisme humain. Alors, bon, c'est intéressant, certes, mais est-ce que ça peut se frotter avec des modèles, voire avec des modèles de cerveau, voire avec des neurosciences, et c'est ça que je vous propose de regarder rapidement. Alors on va partir à la base hein, des modélisations d'un cerveau par des choses que vous connaissez parfaitement. Un neurone, puisque notre cerveau est constitué de neurones, et puis vous savez que les neurones sont polarisés. D'habitude, c'est du moins à l'intérieur, c'est du plus à l'extérieur, mais quand on titille un neurone un petit peu, eh bien, quand ce petit peu est suffisamment grand, tout d'un coup, il se dépolarise entièrement. Et c'est ce qui fait qu'un neurone ne fonctionne pas du tout comme un circuit électrique. Un circuit électrique fait une résistance. Quand vous augmentez la tension, l'intensité du courant augmente de façon proportionnelle, directement. Un neurone, c'est pas du tout comme ça. Vous le titillez un petit peu, ça ne change pas, et tout d'un coup, tchoc, il change brutalement dans son intégrité. Et on dit que les neurones ont un fonctionnement très fortement non linéaire. Et ça a une importance terrible sur le traitement de l'information d'un cerveau. Alors vous savez que les neurones sont reliés les uns avec les autres. Et ça explique que quand vous avez donc 4 neurones qui sont connectés au neurone numéro 5, s'il n'y en a qu'un qui est dépolarisé, alors il va titiller le neurone 5, mais pas suffisamment pour que le neurone 5 se dépolarise à son tour. Et peut-être que si le neurone 1 ou 2 sont tous les deux dépolarisés, ça ne va pas suffire non plus, en fonction du seuil de dépolarisation du neurone 5. Mais si les 4 sont dépolarisés, à ce moment-là, le neurone 5 va se dépolariser. Et puis naturellement, le neurone 5 qui va être connecté à d'autres neurones, et vous savez qu'il y en a des milliards et que tout ça est fortement compliqué. Mais les physiciens s'y sont intéressés dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, en gros. Hein, quand il y a eu le temps un peu héroïque de l'informatique, les tout débuts de l'intelligence artificielle, les informaticiens ont modélisé de façon drastique les neurones et le cerveau. C'est-à-dire qu'un neurone, en fait, c'est une cellule qui vaut plus ou moins 1, hein, dépolarisée ou pas dépolarisée. Et puis les neurones sont reliés les uns aux autres par des flèches directionnelles qui ont un poids. Et puis alors les poids, c'est les petits coefficients C. Et puis voilà, alors plus les neurones sont connectés à un neurone d'aval avec des poids forts, quand ils sont tous dépolarisés, ils ont beaucoup de chances de dépolariser le neurone d'aval. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure en termes physiologiques, hein. Mais ça se traduit par une petite équation, mais vraiment très très simple. Hein. Niveau 5e, nos enfants font ça. Hein. Si l'état du neurone multiplié par la force du lien qui le relie au neurone d'aval, etc., on fait la somme, c'est supérieur à un seuil, alors le neurone s'active ou il reste désactivé. Et donc, voilà, alors là, on a en fait un petit cerveau de 6 neurones. Ils sont reliés, plus ou moins, parce que tous les neurones n'ont pas à être liés tous ensemble. Hein. Donc, 6 neurones qui sont liés les uns aux autres, et puis ils sont activés, désactivés, et en fonction des patterns d'activation des neurones d'amont, ils vont se désactiver dans le temps.
Et on a une métaphore donc de cerveau. Ce sont des cellules qui sont éteintes, allumées, éteintes, allumées, éteintes, annulées. Et puis comme ça, au cours du temps, ça scintille. Alors une question qui s'est posée très tôt, c'est est-ce que ça va, avec un modèle comme ça, est-ce que ça va continuer à scintiller sans s'arrêter, ou est-ce qu'à un moment donné, ça va se stabiliser vers un état stable? Eh bien, figurez-vous, c'est ça la force des mathématiques, c'est qu'on a démontré que forcément ça convergeait vers un état stable. Hein. Comment on a fait ça? Les physiciens, ça c'était fin des années 70, début des années 80, donc c'est pas si vieux, hein. Ils ont montré, et ça fera plaisir aux psychanalystes, qu'on peut calculer une énergie de cerveau. Voilà, alors vous voyez, hein, c'est un demi, bon le demi on s'en fiche, mais vous voyez, l'énergie cinétique c'est un demi de MV2, etc. S'ils ont mis un demi, c'est que ça, il y avait une résonance avec de l'énergie. Vous voyez la somme de la connexion que multiplie le produit des états. Hein, et la connexion, ça peut ressembler à une masse, hein, et puis vous voyez le produit des états, ça ressemble à une énergie. En tout cas, cette fonction-là, eh bien, quand le système évolue au cours du temps, c'est-à-dire qu'il scintille, cette expression-là ne peut que décroître. Or, comme on a un système fini, l'énergie ne peut être que finie. Et si ça décroît et que c'est fini, à un moment donné, c'est stable, ça ne bouge plus. Le système a convergé vers un état stable. C'est joli comme théorème. Et donc, alors vous me direz, bon, de toute façon, ça n'engage à rien sur ce que fait vraiment un cerveau, puisqu'un cerveau n'est pas comme ça. Sauf que en physique, en biologie, on fonctionne toujours comme ça. On simplifie la réalité de façon drastique pour essayer de trouver des propriétés intéressantes et simples. Hein. C'est ce qu'on est en train de faire là. Donc, un cerveau logique, enfin logique, pas au sens de la rationalité, hein, au sens où ce sont des cellules qui valent plus ou moins 1, eh bien, ça évolue au cours du temps et ça converge toujours vers un minimum énergétique. Du coup, on peut représenter macroscopiquement, de façon assez agréable, l'ensemble des états possibles d'un cerveau. Et ça va nous permettre de représenter graphiquement l'évolution de la dynamique d'évolution d'un cerveau. Et quand on parle en termes de représentation, ça va nous permettre de représenter graphiquement l'évolution possible des états mentaux d'un sujet. Voilà, avec un graphique comme ça. C'est-à-dire, vous avez en hauteur le niveau d'énergie du réseau de neurones, et puis à un point donné de ce maillage, vous avez un état possible du cerveau, c'est-à-dire un état, c'est le neurone 1 vaut 1, le neurone 2 vaut moins 1, le neurone 3 vaut plus 1, le neurone 4 vaut moins 1, le neurone, etc., etc. Quand vous spécifiez l'état de chacun des neurones du cerveau, vous avez un état du cerveau. Chaque maillage de ce réseau correspond à un état possible du cerveau. Et en altitude, vous avez le niveau énergétique du cerveau. Alors comment fonctionne la dynamique d'un cerveau? Vous partez par exemple d'un cerveau qui est dans cet état, vous allez l'observer se modifier au cours du temps, et on va le regarder avec beaucoup de précision, beaucoup de précaution, de sorte que on regardera l'évolution du cerveau neurone après neurone. Vous partez d'ici, quand le premier neurone va se transformer, vous allez passer d'une maille du réseau à une maille adjacente, puisque un neurone a bougé seulement. Et puis comme le niveau d'énergie diminue, forcément, vous allez descendre en altitude. À l'instant t égale 2, vous allez descendre encore d'un cran et vous allez passer sur une maille adjacente. À l'instant t égale 3, vous allez descendre encore d'un cran, etc., etc., etc. Et donc, au fur et à mesure que le cerveau évolue, vous descendez en altitude jusqu'à ce que vous soyez au fond d'un bassin, d'une dépression. Et à ce moment-là, vous serez coincé, vous ne pourrez plus bouger, le cerveau est dans un état stable. Bon, alors, et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Eh bien, figurez-vous que c'est, en fait, on peut avoir une métaphore, et j'en reviens à l'intitulé de la conférence, et à ce pourquoi vous m'avez fait venir ici, c'est-à-dire de la sémantique, de la compréhension. On peut avoir là une métaphore graphique de ce que c'est que de comprendre. Et de ce que c'est qu'un souvenir, ou de ce que c'est que la mémoire. La mémoire, par définition, c'est ce qui s'imprime dans notre cerveau et qui correspond à ce que la représentation graphique
des états énergétiques possibles de notre cerveau, il y a des minimums. Là, par exemple, si dans ma vie, j'ai un papa et une maman, et je les ai vus beaucoup, l'un à côté de l'autre, ça a laissé une empreinte dans la structure énergétique de mon cerveau, et il y a un minimum qui correspond à mon père et ma mère qui sont ensemble. Là, ça, c'est le visage de ma mère. Effectivement, tous les êtres humains voient, enfin, en tout cas, on peut leur souhaiter, voient le visage de leur maman, très souvent, ils l'ont dans leur mémoire. Ça veut dire quoi, dans ce modèle-là? Qu'à l'intérieur de ce relief qui correspond à l'ensemble possible de tous nos états mentaux, il y a un creux, une dépression qui correspond au visage de notre maman. Et puis là, on peut voir des bateaux, et puis on a, vous allez voir si c'est pas sans raison tout à l'heure, on peut avoir un attracteur qui correspond à la forme d'un bateau. Et quand un enfant voit le visage de sa maman à moitié caché, comment fait-il pour reconnaître sa maman? C'est-à-dire, comment fait-il pour comprendre que c'est sa mère? Je vois une forme qui n'est pas évidente, d'ailleurs je ne l'ai jamais vue avant. Hein? La maman arrive et elle joue à cache-cache, comment l'enfant fait-il pour comprendre, et même qu'est-ce que ça veut dire que comprendre que c'est ma maman? Je pars de là, c'est l'état de mon cerveau quand je vois le visage de ma maman à moitié caché. Petit à petit, je descends vers un état énergétique qui ne peut que décroître, et je vais tomber dans la dépression qui est la plus proche de l'état dont je suis parti au début, qui correspond à l'attracteur visage de maman. Et donc, je suis ici, je me dis, quelle est cette forme qui est à moitié cachée par quelque chose, par une porte ou par un vase? Et là, je comprends, mais je reconnais ma maman. Au moment où je dis, mais je reconnais ma maman, au moment où je comprends que c'est elle, en fait, mon cerveau est arrivé dans cet état-là. Et bien entendu, ça ne marche pas à tous les coups. C'est-à-dire, on peut faire, si elle est trop cachée, je ne vais pas la reconnaître, et je ne vais pas converger vers ça, je vais converger vers un autre attracteur, ou une fausse reconnaissance, ou une reconnaissance parasite, c'est-à-dire je ne vais pas la reconnaître, je ne vais pas comprendre ce qui se passe. Alors vous pourriez me dire, tout ça est quand même un peu fumeux. Eh bien, d'abord on peut le modéliser. On peut simuler un cerveau, comme je vous l'ai montré. Alors ça va être un cerveau très simple, ça va être un cerveau visuel uniquement. C'est-à-dire, j'ai programmé un petit cerveau 13-13, donc 169 neurones, qui correspond à c'est juste des images que ce cerveau va stocker. J'allais dire, il va stocker en mémoire, mais ce n'est pas une mémoire au sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire dans des petites cases. Non, c'est que le réseau énergétique de ce cerveau 13-13, il y a 169 neurones, il y a un attracteur qui correspond à un visage, un attracteur qui correspond à, vous voyez, deux petites silhouettes, l'une à côté de l'autre, c'est le papa et la maman, et puis une image qui correspond au bateau. Donc j'ai programmé un réseau de neurones 13-13 qui obéit à la logique algorithmique que je vous ai montré tout à l'heure, à la logique très simple. Et voilà, je présente à mon réseau de neurones, à mon cerveau visuel, le visage à moitié cassé, et je vais regarder vers quoi va converger le réseau de neurones. Voilà, vous voyez, les neurones basculent les uns après les autres vers un état énergétique qui est le plus faible possible, et à un moment donné, ça se stabilise, ça ne bouge plus, on a convergé vers le visage qui avait été mémorisé. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé ici. Là, le visage était à moitié caché, on est descendu d'un cran, un neurone s'est éteint, s'est allumé, s'est éteint, s'est allumé, toc, à la fin, on a trouvé le visage de maman. Et puis là, donc je mets sur mon cerveau visuel une seule silhouette, c'est-à-dire l'enfant voit sa maman toute seule. Vers quoi ça va converger? Vers quoi ça va converger? Vers l'image qui correspond à ma maman et mon papa. Et vous voyez comme ce genre de modèle extrêmement simple permet de représenter de façon assez rigoureuse que quand un enfant voit sa mère seule, il sait implicitement que son papa n'est pas loin. Et vous savez que c'est particulièrement fort dans la vie d'un enfant, de savoir qu'il ne sera jamais seul avec sa mère, qu'inéluctablement il y aura toujours l'ombre de quelqu'un qui planera autour, mais ça n'est que ça. Ça n'est que ça, mais ça n'est pas sans conséquence.
Alors, au niveau de la sémantique, il y a des choses... Là, je vous ai juste parlé de ce que c'est que de comprendre. C'est l'eureka. Hein. L'eureka, c'est tomber au fond d'un attracteur. Je comprends, ça me dit quelque chose. Je sais où je suis. J'ai reconnu. Quand je dis ça, je suis au fond d'un attracteur, dans un état stable. Mais ça ne me dit pas, ça, la structuration complexe que nous avons des concepts que nous manipulons. Alors, un autre exemple. Nous avons des animaux familiers, ce sont des poissons rouges, des chiens, des chats, etc. Nous allons au zoo, on voit des lions, des tigres, etc. Ces félins ont une image à peu près identique, et d'ailleurs les chats ont une forme à peu près identique, mais ils sont tous différents les uns des autres. Hein. Et c'est ça la magie de la catégorisation, et vous savez que l'être humain a une propension à tout catégoriser en permanence. Hein. En permanence, on colle des étiquettes. Les présentations précédentes, ça avait à voir avec ça aussi, hein, de se dire les troubles du langage, réceptif, expressif, mais jusqu'à quel point c'est vrai, c'est pas vrai, etc. C'est bien une discussion autour de catégorisation. Hein. Alors, est-ce que tout ça, ça peut s'expliquer dans le modèle que je vous ai montré? Ben oui, de façon très simple. Donc, nous voyons régulièrement des formes de félins. Donc, ça crée dans notre cerveau un attracteur qui correspond, en général ce sont des chats les félins, hein. On va appeler ça un attracteur chat, c'est-à-dire quand je vois la forme d'un félin assez caractéristique, je converge vers l'attracteur chat. Mais vous rentrez chez vous, et puis vous voyez une forme qui court dans le jardin, vous voyez que c'est un chat, et vous dites, tiens, mais c'est mon chat. Vous voyez, il s'est passé deux choses au moment où vous reconnaissez. Vous êtes parti d'ici, vous arrivez chez vous, vous voyez une forme dans votre jardin, votre cerveau converge vers l'attracteur chat, et puis dans l'attracteur chat, il y a un sous-attracteur qui correspond à l'attracteur mon chat. Qui fait que dans un premier temps, vous voyez que c'est un chat, dans un deuxième temps, ah mais oui, c'est mon chat. Et là, vous avez une espèce de sentiment intérieur de certitude qui correspond à la profondeur de l'attracteur. Hein, quand c'est mon chat, quand c'est quelque chose qui implique pour nous un grand niveau de familiarité, l'attracteur il est particulièrement creusé. Si par contre vous étiez là, que vous voyez un chat dans votre jardin, vous voyez que c'est un chat, et puis tout d'un coup, non, c'est pas votre chat, c'est le chat du voisin. Effectivement, vous le connaissez à peu près, hein, c'est le chat du voisin, à peu près, c'est que vous voyez, c'est un petit attracteur pas très profond, mais c'est quand même pas un chat anonyme, c'est le chat de votre voisin. Donc on a là une modélisation de ce que c'est que la catégorisation, du processus de catégorisation. On peut même faire de la psychologie du développement avec ça, et c'est très élégant. C'est très élégant parce que ça remet à sa place toutes les histoires de inné, acquis, gènes, environnement et interaction, qui est le grand mot consensuel à la mode. Alors, tout simplement, un embryon a un tout petit système nerveux central, quelques neurones peu connectés, et donc le relief d'attracteur, il est pas très sophistiqué hein, dans les premières semaines, premiers mois de vie. On va avoir un relief un peu rudimentaire comme ça, mais qui petit à petit va se complexifier, et il ne va pas se complexifier de façon complètement aléatoire, naturellement. Vous savez, ça transpirait dans les présentations précédentes, on sait que le nouveau-né, à 2 heures de vie, est capable de calculer un plus 1 par exemple, hein, et puis de savoir que c'est les yeux qu'il faut regarder et pas le bout du menton. Hein. C'est là que les choses se passent vraiment entre les êtres humains. Enfin, heureusement pour la plupart d'entre eux. Donc on a un réseau d'attracteurs qui fait que le petit être humain arrive avec un background cognitif qui n'est pas une tabula rasa. Et puis, naturellement, au fil du temps, ce relief va être modifié de façon permanente. Hein, permanente, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous êtes rentré dans cette pièce et le moment où vous allez en sortir, ça n'est plus tout à fait le même relief qui correspond à l'ensemble de vos états mentaux. Hein. Et donc, vous voyez, alors bien sûr, on peut dire que il y a de la biologie à ce niveau-là, mais bien entendu, même là, il peut y avoir de l'environnement, un virus, etc.
et que naturellement l'environnement joue beaucoup ici, mais que la biologie joue aussi. Hein. La biologie et l'environnement jouent partout, et qu'en fait tout ça n'a à voir qu'avec des remaniements de notre univers intrapsychique, quand on se place au niveau des représentations. Mais au total, qu'est-ce que c'est que... comment peut-on représenter de façon élégante, peut-être un petit peu moins rébarbative ou, comment dire, de façon un peu moins drastique que les modélisations habituelles, c'est-à-dire, vous voyez, le processus de traitement de l'information du sujet humain qui sont souvent représentés par « je suis ici, il se passe ça, j'arrive là, après j'arrive là, après j'arrive là ». Il peut y avoir des boucles de rétroaction. Hein. C'est vrai que c'est un peu souvent comme ça que l'on représente les processus mentaux en termes scientifiques des êtres humains, et que quand on le voit, ça correspond en général pas mal à des expériences que l'on réalise, mais ça ne correspond pas trop à ce que l'on ressent nous-mêmes quand l'on vit en tant que sujet pensant. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai. Et une autre façon de dire scientifiquement, d'essayer d'exprimer formellement à quoi correspond ce que c'est que de penser, c'est se balader sur un relief. Hein. C'est se balader sur un relief qui peut avoir des formes extraordinairement compliquées. Hein. Tous ces attracteurs-là correspondent à des choses qui ont pu se placer dans ma vie de compliquées. Et puis naturellement, la biologie a creusé des choses aussi là-dedans. Alors vous me direz, mais est-ce que c'est aussi compliqué que ça? Ça l'est bien plus. Hein. Quand on regarde le réseau d'attracteurs d'un être humain, le nombre de points du maillage de ce réseau est supérieur au nombre de particules qu'il y a dans l'univers. Hein. Donc quand on dit, et vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on dit que les modèles formels de représentation du psychisme ne permettent pas de capturer la complexité de ce qu'est l'être humain, c'est pas vrai. Les mathématiques sont très fortes pour représenter la complexité. Et là, nous avons quelque chose de très simple, c'est un relief, mais qui en même temps peut être très compliqué. Mais la métaphore permet de capturer des choses qui, je trouve, sont assez parlantes. Voilà. Mais au bout du compte, qu'est-ce que c'est que de penser? C'est toujours se balader là-dedans. Se balader d'attracteur en attracteur, et bien entendu, alors ça c'est quand nous sommes dans un environnement clos en train de penser à l'intérieur de nous-mêmes. Mais quand quelqu'un nous parle, toc, on va sortir de l'attracteur, on va être déplacé et on va renaviguer. Et puis, en fonction de toutes les stimulations qui nous arrivent en permanence, eh bien, au bout du compte, on se balade dans un relief sans s'arrêter. Alors, l'intérêt, je trouve, de ces représentations, outre le fait que ça challenge les idées reçues, hein, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser, c'est vrai en termes très cognitifs, hein, c'est-à-dire de traitement de l'information, c'est-à-dire de choses très computationnelles, un peu à la mode des ordinateurs. Hein, c'est-à-dire A implique B, implique C, etc. Et on traite de l'information, et voilà, on fonctionne comme ça. Pourquoi pas? Naturellement. Encore une fois, c'est compatible avec des résultats expérimentaux, ça fait avancer les connaissances, et puis tout ça est très bien. Néanmoins, ce que je trouve important, c'est de pouvoir se réaliser qu'on peut aussi penser les processus intrapsychiques formellement de façon complètement différente. Il n'y a pas à avoir de pensée unique autour des façons formelles et scientifiques de représenter le psychisme humain. Il y a plein de façons de se le représenter. Ce que je vous ai présenté, c'est une autre approche possible. Donc ça, c'est en termes de diversité culturelle, je trouve qu'intrinsèquement, c'est un bon point. Le deuxième bon point, c'est qu'on retrouve des choses connues. Vous voyez ce joli texte de Bergson, hein, en fait, que vous avez déjà dû lire, parce que c'est automatique. Hein, dès qu'il y a un texte qui apparaît, les gens lisent, et c'est comme ça. En fait, il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs, et ça a à voir avec la compréhension. Hein. C'est là qu'on voit que ces choses-là sont extrêmement compliquées. Hein. Tout est mélangé. Hein. Perception, compréhension, en réalité, c'est intimement mêlé. Hein. Aux données immédiates et présentes de nos sens, c'est-à-dire normalement la perception pure, nous mêlons mille et mille détails de notre expérience passée. Le plus souvent, ces souvenirs déplacent nos perceptions réelles, dont nous ne retenons alors que quelques indications, simples signes destinés à nous rappeler d'anciennes images.
Donc il y a de la reconnaissance. Alors, ça veut dire quoi? Ben, c'était un peu ce que je vous ai modélisé tout à l'heure. Hein. On a des yeux, on a une rétine toute bête, hein. C'est-à-dire les bâtonnets et les cônes s'allument, s'éteignent, et donc il y a le visage de maman à moitié caché. C'est ce que je vois, c'est le spectacle visuel qui s'offre à moi, c'est les perceptions. Et puis vous savez qu'il y a une rétine moins bête et puis un cortex occipital où là tout est relié. Et donc à ce niveau-là, qui est schématisé par ces flèches-là, dans ce sens-là, ça converge vers le visage de maman. Et puis vous savez, c'est là que la neurobiologie c'est aussi intéressant, il y a des flèches rétrogrades, quelques-unes, qui fait qu'en fait quand on voit quelque chose, vous savez quand on va à une exposition, il y a un tableau devant que l'on voit et vous pouvez demander à votre conjoint, souvent on ne voit pas tout à fait la même chose quand c'est le même tableau, hein, surtout quand c'est un peu abstrait. Vous allez dire, c'est un peu projectif. Hein. Moi j'ai vu ça, toi tu as vu ça. Vous savez qu'il y a des images, hein, des espèces de calices où on voit deux visages, on voit un calice et ça oscille, etc. Le même stimulus perceptif peut amener à percevoir, à comprendre des images qui sont différentes. Ben, c'est complètement naturel. C'est complètement naturel. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui fait la magie des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'un artiste peut, dans un tableau, représenter une image qui, en fait, va faire résonner dans notre réseau d'attracteurs quelque chose d'extrêmement intime et ancien et émouvant. Et donc, on va être ému, pas par les pixels, mais par la remémoration, par le fait que l'on retrouve quelque chose et qui est un dénominateur commun entre nous. Hein. Et la Joconde, on peut imaginer hein, que... Alors, là, on peut imaginer, j'allais vous dire associer, hein, c'est-à-dire, vous voyez le tableau de la Joconde, à quoi ça vous fait penser? Et c'est aussi un autre avantage de ce système de représentation, hein, de représentation formelle du psychisme humain, c'est qu'on retrouve les fondements de la psychanalyse, puisqu'en fait, passer d'attracteur en attracteur, c'est associer des états intrapsychiques à d'autres états intrapsychiques. Et on se rend compte que, fondamentalement, un cerveau humain associe. Alors, je vais m'arrêter là. Juste, on peut complexifier à l'infini. Hein. En termes de sémantique, mais on peut faire beaucoup plus compliqué. Par exemple, on voit un citron, mais on sait bien que le citron est immédiatement associé à la couleur jaune. Le citron est associé à l'acidité. Le citron, ça pique. Tout ça, c'est de la sémantique. Hein. C'est des associations entre mots, entre concepts, etc. Mais alors, neurobiologiquement, ça peut être quoi? Ben, ça peut être le fait que nous avons vu qu'il y avait la vue avec la rétine, avec le cortex occipital. Donc je vois hein, le visage de moi à moitié caché, donc je vois un citron, je reconnais que c'est un citron. Pareil pour l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, la proprioception. Et puis, il existe. Et les neurobiologistes le décrivent, ça s'appelle le Global Workspace. Il existerait un réseau, un méta-réseau, hein, qui recueille toutes les afférences des organes des perceptions. Et là, on aurait un réseau d'attracteurs qui intègre l'ensemble de nos perceptions, y compris la proprioception, ce qui vient à l'intérieur de nous. Et qui fait que quand je vois un citron, je reconnais que c'est un citron. Ici, j'arrive à l'attracteur citron, et vous voyez, il y a des flèches rétrogrades, qui fait que dans ma bouche, j'ai le goût du citron. Je sens la peau grumeleuse du citron. Et ça même, par moments, ça peut me picoter. Et on retrouve cette phrase de Sartre, hein, qui est très belle. C'est l'acidité du citron qui est jaune, c'est le jaune du citron qui est acide. On mange la couleur du gâteau, et le goût de ce gâteau est ce qui dévoile sa forme et sa couleur à ce que nous appellerions l'intuition alimentaire. Et ça, c'est de la sémantique. Merci pour votre attention.